Alors, bonjour, bienvenue à cette première entrevue de prof. L'Académie périnatale est fière de vous présenter au fur et à mesure de l'automne, du printemps, ses formatrices pour que vous puissiez prendre contact avec qui propose de la formation à l'Académie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ingrid Baillot. Ingrid, bonjour. Bonjour, bonjour Annie. Tu cumules des décennies d'expérience dans le domaine de la périnatalité. Tu étais sage-femme au préalable en Belgique avant de venir au Canada. J'ai diplômée en 81 à Bruxelles, donc j'ai fait infirmière puis j'ai fait sage-femme. J'ai travaillé en maternité à Bruxelles, donc en salle d'accouchement en maternité. Et c'est vrai que c'est le fait de travailler, surtout de nuit, hein, mes enfants étaient petits, et c'est le fait de faire des nuits en postpartum qui m'a donné la figure de l'après. Travailler en néonatologie, et là aussi je trouvais qu'il y avait un accompagnement sur le long terme des parents dans le devenir parent. Je trouvais ça formidable. Bon, moi c'était à travers l'allaitement, mais à travers l'allaitement on touche tellement de choses, le sommeil, le postpartum chez la maman, la communication. Donc c'est aussi démarrer une activité comme travailleuse autonome à Bruxelles, préparation prénatale aquatique et suivi global pré-postpartum. Et ce que je remarquais, c'est que quand les personnes que je suivais, les couples que je suivais passaient quelques jours à l'hôpital, tout ce que j'avais dit sur l'allaitement était mis de travers, était à l'envers, donc il fallait que je recommence. C'est ça qui m'a donné l'idée en 91 de démarrer, de proposer en Belgique le premier service de formation continue. Alors très rapidement, j'ai été recrutée par un organisme français pour lequel j'ai travaillé 27 ans jusqu'en décembre 2019, l'organisme des formations Connaître. Et alors là, j'ai travaillé en France pendant des années en milieu hospitalier. Enfin, ouais, ça a marché. En Belgique, ça a pris directement. C'était tellement nécessaire. Écoute, j'avais 2 jours de formation à l'époque et j'ai circulé dans toute la francophonie. Mais enfin, la Belgique, c'est petit là, mais il y a quand même pas mal de maternité. Et j'ai circulé un peu partout. Voilà. Virtuellement, toujours autant. Même plus d'ailleurs, parce que par Zoom, je peux toucher des personnes qui sont beaucoup plus loin. Il y a la Suisse, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent de Suisse, qui assistent aux formations. Il y a alors des gens, des francophones, mais qui habitent dans des pays tellement loin. Quelqu'un de Moscou une fois, une autre fois une psychologue francophone de Tokyo. Alors là, le décalage horaire, des fois, c'était gratiné. Donc. Est-ce que tu avais toujours eu cet intérêt marqué pour cette période-là? Pas du tout. Non, quand j'étais petite, je voulais être prof. Encore d'ailleurs le carnet où je notais les trouvailles pédagogiques de mes professeurs. Des profs qui étaient géniaux sur le plan de la pédagogie. Tu sais, par exemple, pour nous apprendre les électrons et les protons, ils nous faisaient mettre dans la cour les 4 classes ensemble et ils faisaient tourner les électrons. C'était les garçons qui tournaient autour des filles en faisant des grands cercles. Écoute, c'est fantastique. Alors j'aimais bien lire aussi, ça je lisais la nuit, donc parfois je dormais en classe le lendemain, mais c'est une lectrice compulsive, je lis très très vite, j'ai cette chance-là. C'est un Harry Potter, ça occupe un trajet Montréal-Paris par exemple. 700 pages, là ça va, ça roule. Je suis l'aînée d'une famille nombreuse, mais bon, les enfants, les babysitting, ça ne m'intéressait absolument pas. Je me souviens même une fois, ma mère m'avait dit « Oh, toi, il vaut mieux que tu n'aies pas d'enfants, tu n'es pas capable de t'en occuper. » Bon, oh là là. J'en ai eu 3 et ça va, ils s'en sont bien tirés. J'ai 3 ans infirmière, je me suis dit je me sens pas prête à travailler. Qu'est-ce qui existe comme spécialité? Bon, c'était pas social, pas la psychiatrie, pas pédiatrie. Finalement, il restait la salle d'accouchement, pas la coucheuse, ça s'appelait accoucheuse à l'époque. Donc j'ai fait ça. Et c'est vrai que j'ai adoré ça parce que c'est des gens en pleine santé. Et il y avait après les stages d'infirmière, il y avait 2 endroits qui m'intéressaient, c'était les soins à domicile, parce qu'il fallait s'adapter aux gens. Et c'était la salle d'accouchement et le postpartum, parce qu'il fallait là aussi s'adapter à des gens, bon, à domicile parce qu'ils sont chez eux, et là, en postpartum parce qu'ils sont en santé, a priori. Moi, j'aimais bien ce rapport. Tu sais, t'es pas avec un malade. Oui, il y a des gens qui sont en difficulté, en maladie, en césarienne, en souffrance. Ça existe aussi, il faut pouvoir y faire. Mais a priori, ils sont dans leur projet de vie. Là. Moi, j'aimais ce rapport de partenariat, tu vois. Et puis alors, le gros choc, évidemment, c'est d'avoir soi-même un enfant. Là, c'est autre chose. Est-ce que ça bouscule les acquis? Oh Seigneur, ça bouscule tout. Oui. Oui.
Mais d'un point de vue connaissance, tu sais, quand on a œuvré dans ce domaine-là, qu'on a aidé plein de familles à démarrer, les attentes, est-ce qu'elles sont plus élevées à ce moment-là? Non, en tout cas, les connaissances académiques servent strictement à rien quand tu es arrivé. Écoute, moi, quand j'ai accouché, je me souviens, la première chose que j'ai dit en voyant arriver mon fils, mais alors, il y a un bébé. C'est pour te dire à quel point, entre les tripes et le cerveau, c'était pas connecté du tout. C'était ça, alors, je l'ai regardé pendant des heures en me disant, mais j'ai fait ça, quoi. Oui, je savais intellectuellement que j'étais enceinte et que j'allais avoir un bébé, mais c'était non, voilà, alors là, c'était le gros choc. Et puis aussi confronté, hein, quand tu es responsable d'un enfant, il y a plein de choses qui remontent de ta propre histoire et qu'il faut trier, quoi, absolument. Qu'il faut trier. Et puis on m'avait dit que j'avais eu de la chance d'être enceinte aussi vite, donc pas trop attendre pour le second, parce que dire que bébé numéro 2 est arrivé 18 mois après. C'était pas mal, et là c'était un bébé intense, alors là aussi un autre apprentissage, bébé aux besoins intenses comme on dit maintenant, un sujet que j'adore parce que j'aime bien ce sujet-là, je trouve que tous les bébés sont passionnants, mais je suis contente que c'était la seconde, hein, parce que ça peut amener à se remettre en question beaucoup. Oui, ouais, vraiment beaucoup. Puis alors un troisième 4 ans plus tard, parce qu'il m'a fallu 4 ans pour être à l'aise avec les 2 premiers. Et alors un troisième qui est né à la maison. Alors il y a une troisième qui est née à la maison. Et là j'avais déjà fait beaucoup de tri par rapport à ce que j'avais appris à l'école de sage-femme, parce que tu sais à l'époque c'était quand même très... l'accouchement c'est en milieu hospitalier, c'est dangereux. Je travaillais dans une clinique privée, donc il fallait appeler le docteur à la fin du travail. Et puis voilà, il y a eu ce projet de partir au Québec il y a 25 ans, hein, ça fait. Est-ce que tu savais ce qui t'attendait un peu professionnellement de l'autre côté? Ben, tu vois, quand j'avais rempli mon dossier pour passer mes examens à sage-femme, et puis j'ai vu dans les alinéas que si on réussissait, il fallait s'engager à travailler 5 ans à temps plein. Or moi, mon projet en immigrant au Québec, qui était pour faire plaisir à mon premier conjoint, donc le père de mes enfants, comme on dit gentiment, c'était lui qui voulait venir surtout au Québec. Enfin, choix que je ne regrette pas hein, par la suite, mais c'était le contrat avec lui, c'était je garde mon emploi en France et en Belgique. Parce que, oui, ce qui était une sécurité financière aussi, parce que moi, je ne savais pas comment j'allais commencer. Et comme ça fonctionnait bien, donc je retournais 2 fois par an, ce que j'ai fait jusqu'en 2020. Hein, et ça a pris du temps aussi pour démarrer, parce qu'il y avait déjà, et c'est très bien, beaucoup de services de formation, c'était bien organisé. C'était donc le temps que les gens se rendent compte que j'avais quelque chose d'originel à offrir, qui était cette approche globale et non centrée sur l'alimentation et la taille de l'estomac du bébé. Dans les formations maintenant, tu vois apparaître une grande diversité de profils, de professions. Oui. Parle-moi un peu de ça. Qui vient dans tes formations? Infirmières, doula, ostéopathes, psychologues, professionnels de la petite enfance, et ce dans les différents pays où je travaille. Hein. C'est fascinant le nombre de professionnels qui disent mais dès qu'on approche des parents, la question du sommeil arrive. Que ce soit une directrice de crèche, des personnes au milieu d'accueil de la petite enfance, pardon, je parle en belge là, personnes qui sont des psychoéducatrices par exemple, eh bien la question du sommeil revient tout le temps. Et alors avec l'outil que j'ai développé visuel, hein, c'est un outil très visuel qui permet vraiment de poser des questions aux parents et de faire avec eux le tour de la situation familiale, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer les endormissements et les réendormissements de l'enfant. On sort de cette vision très étriquée de qu'est-ce que je dois mettre comme quantité dans son estomac pour qu'il tienne toute la nuit. Tu sais, le bébé, c'est pas un poil à boire. C'est pas en le bourrant qui va tenir plus longtemps, donc c'est pas ça du tout, c'est neurologique, c'est relationnel, c'est sensoriel, c'est musculo-squelettique, c'est en lien avec sa santé, c'est en lien avec tellement de choses, et ça permet vraiment eh bien, ça marche vraiment bien. Pour le moment, c'est la formation qui cartonne partout, et à partir de là, les gens se disent « Ah, mais cette façon-là de voir l'enfant, c'est intéressant », du coup, ils arrivent dans les formations allaitement, où là aussi, ils se disent on part du bébé neurologique, relationnel et sensoriel, toute l'attirance sur le sein, il faut le voir en continuité sensorielle transnatale, et après ça, on comprend. Puis c'est toute l'adaptation néonatale aussi. Tu sais, par exemple, les 3 premiers jours
de vie, le bébé reçoit du colostrum. Si on croit que le colostrum c'est une quantité qui va nourrir le bébé, c'est pas suffisant. Il faut voir le colostrum comme le nutricament de l'adaptation néonatale, qui avec cette petite dose permet au bébé de gérer sa réserve hydrique, parce qu'il est surhydraté, hein, toujours. Hein. Je ne parle même pas de la surperfusion maternelle ici. C'est un organisme aquatique, il est avec une surhydratation. 75% d'eau parce que voilà, c'est un organisme aquatique, il vient de passer 9 mois dans l'eau, ouais. Et il va s'adapter à la vie extra-utérine, et donc le colostrum l'aide à gérer cette réserve d'eau, il aide surtout à gérer sa réserve de calories. Il a stocké des graisses pendant la fin de la grossesse et de manière exponentielle, hein. Et comme le colostrum est peu sucré, ça n'a rien à voir avec du lait concentré sucré, le colostrum est peu sucré, ne stimule pas l'insuline, permet au glucagon de rester haut et à l'insuline de rester basse, et donc le bébé va mobiliser ses réserves. Et c'est pour ça que tu ne peux pas jamais comparer les quantités de colostrum aux quantités qu'on donne aux biberons. Les biberons, c'est sucré, donc l'accès aux réserves, il est bloqué. Tu vois, donc donc ça veut dire quoi dans le nursing des 3 premiers jours? Donc ça concerne les hôpitaux, ça concerne les infirmières de CLSC, ça concerne les doulas. Attention, oui, on va regarder ce que le bébé mange, on va regarder ce qu'on met dedans, on va surtout regarder ce qu'on évite qu'il sorte trop vite. C'est-à-dire du pleur, du stress, de la douleur, des refroidissements. Les refroidissements, ça coûte cher. Il ne faut jamais peser un bébé. Un nouveau-né, il ne faut pas peser tout nu. Ouais. Tu vois, il faut éviter de déclencher les réflexes de Moro, il faut faire attention. Donc, les réflexes, si tu jettes en arrière parce qu'on descend trop vite, si tu veux le mettre couché sur le côté, toujours maintenir l'arrondi. Si on l'installe dans un berceau, c'est remonter ses jambes, lui permettre l'accès à l'autorégulation par les rapprochements main-bouche. Tu vois, et alors bien sûr le pot à pot, mais c'est pas la seule chose, quoi. Le pot à pot, c'est fantastique, c'est ce qui lui donne 100% de chance de s'adapter à la vie extra-utérine. Mais c'est pas vrai que dans nos populations, les gens resteront 24 heures sur 24 avec un nouveau-né en pot à pot. Donc il faut voir les autres choses, les autres adaptations, tout ce qu'on peut prendre comme précaution pour qu'il démarre le mieux possible, lui et son allaitement évidemment. Tu vois. Mais avant, tu sais, de déconstruire les paradigmes, de déconstruire les croyances, il y a un travail à faire incroyable. Est-ce que tu dirais que ça, tu m'as parlé de ton cheval de bataille tantôt, est-ce que ça, c'est comme une mission? Est-ce que tu penses que, c'est à ça que tu œuvres dans ce cadre-là? Dans tout ça, dans toutes ces nouvelles connaissances qui arrivent et qui attirent les nouvelles générations, parce que je vois que ta génération et celle qui suit, quoi, celle qui est un petit peu plus âgée que mes enfants, qui sont plutôt dans la trentaine, ils sont attirés par tout ça, c'est parce qu'ils sentent que ça répond à quelque chose, mais ils ne l'ont pas forcément reçu. Et alors là, tu vois, il y a quelque chose, ils vont devoir travailler sur leur histoire, parce qu'ils vont donner à leurs enfants plus que ce qu'ils ont reçu, donc ça fait travailler énormément. Ouais. Ça demande aussi beaucoup d'accompagnement, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des doulas qui se forment au massage aussi, tu sais, le massage, le soin rigoso, le chouchouter la mère, et ça aussi, c'est mon autre formation, c'est tout le 4e trimestre de gestation qui est centré sur les femmes, hein. On connaît de mieux en mieux le bébé, les besoins du bébé. Les attentes de la société, en tout cas des professionnels de la santé envers les mères, ont augmenté. Les attentes des parents envers eux-mêmes ont augmenté aussi, parce qu'ils ont accès à toute cette connaissance-là. Mais on ne chouchoute pas assez les mères et les parents en général, tu vois. Et on dit, ah mais c'est la norme, l'allaitement, les réponses rapides, le portage, la proximité, c'est la norme biologique de notre espèce. Ah oui, mais on oublie la norme sociologique qui a rendu l'avènement de cette espèce sur la planète. Et la norme sociologique, c'est qu'on vivait en tribu. Notre espèce, elle est sociale, elle est coopérative. C'est pas pour rien qu'on a une aire du langage qui est tellement développée. Une aire du langage aussi développée montre bien que nous n'avons pas un cerveau fait pour la domination et la soumission, mais un cerveau pour la coopération et le langage. Tu vois, donc il faut toujours se situer dans l'histoire et voir d'où on vient, ne pas juger ceux qui étaient là avant nous, mais voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant. Et je crois que l'histoire et l'anthropologie nous donnent quand même des grandes clés pour comprendre sans juger et pour continuer à avancer. Tu sais, j'ai envie de participer à ce soulèvement-là, à cette réflexion-là, à cette entre-pensée-là où on revoit, puis on reformule, puis on questionne. Puis je trouve ça passionnant. Moi, je te l'ai déjà dit, je te le redis, je pourrais t'écouter pendant des heures. Mais tu vois, ce n'est pas une révolution. C'est plutôt une construction, une pierre à la fois, une famille à la fois, un allaitement à la fois, une maman à la fois, un père à la fois. Voilà.
dans toutes sortes de familles. C'est très intéressant. Ce que tu viens de dire là, c'est pas une révolution, c'est une construction. Ouais. Pour moi, ça témoigne de toute la bienveillance dans la transmission que tu as de ces remises en question-là. Il y a une grande paix malgré le fait qu'on navigue parfois dans des zones inconfortables. Il y a quelque chose de confortable à être inconfortable dans ces espaces-là parce qu'on construit quelque chose. Tu sais, c'est comme le processus d'attachement avec les mamans qui s'attendent à avoir, et elles ont raison, hein, avoir la belle rencontre en salle d'accouchement. Et bon, on espère tous que ça arrive, on met tout en place pour que ça arrive. Parfois, ce n'est pas le cas. Et alors, elles pensent que le départ est raté. Et je dis, vous savez, la vie, l'attachement, le processus d'attachement, c'est sur des mois. C'est une maille à la fois, tété après tété. Et quand on apprend à tricoter, on perd des mailles. Hein. Et parfois, le départ, la première ligne, elle n'est pas belle. Mais après, on apprend. C'est un câlin après un câlin, un changement de couche après un changement de couche, une petite cuillère après une petite cuillère. Et c'est ça l'attachement. Et tu sais, je suis en train d'apprendre à tricoter à ma petite fille. Ça me rappelle quand j'apprenais à tricoter, c'était soit trop serré, soit trop lâche. Et tu apprends à doser, mais on tâtonne au début. J'aime bien l'analogie du tricot pour ça, parce que c'est une œuvre de patience. Et que oui, ça finira par ressembler à quelque chose. Et quand on échappe une maille, ben, on demande de l'aide aux autres pour attraper la maille. Ouais, ça arrive aussi. Tu vois, donc... Après, il y a une grande inspiration, une grande motivation dans tes propos, dans ce que tu transmets, dans l'énergie que tu y mets aussi. Sur le site de l'Académie, on voit vraiment tout ce qui est profil, accompagnement, périnatalité, préparation, tout ce que tu as nommé déjà. Il y a ton site Internet aussi sur lequel on voit tes dates, tes formations, tout ça. Il y a le livre Le 4e trimestre de la grossesse qui est passionnant d'une couverture à l'autre. Moi, j'aime beaucoup tous les angles que tu prends pour exprimer ce que tu veux transmettre. Pour moi, ça m'amène à voir quelque chose de... On part par un tout petit chemin, mais on voit l'ensemble. Ah, j'aime ça. Ça me fait voyager à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon expérience, à l'intérieur de ce que j'ai vu, de ce que j'ai... Je suis vraiment... je suis vraiment passionnée par ce que tu transmets. Depuis le tout début, depuis la première formation, il y a 10 ans, ça a beaucoup changé mes perceptions puis ma façon d'accompagner, évidemment, les familles, les gens. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on termine? Toute ma gratitude pour les gens qui y viennent parce que on a besoin des uns des autres. Hein. On est par rapport à soi-même, bien sûr, mais par rapport aux autres aussi. Et que si je peux être formatrice, c'est parce qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et c'est ça aussi qui me donne de l'espoir, c'est que les formations, il y a toujours des gens intéressés. Je rencontre des personnes extraordinaires qui ont ce feu sacré-là, et souvent suite à une naissance aussi. Tu sais, je vois des personnes qui sont dans un domaine mais qui n'a rien à voir avec la périnatalité, directrices de marketing, enfin des trucs de fou. Ils sont vraiment à l'opposé. Et puis suite à la naissance d'un premier enfant, waouh, elles découvrent tout un monde à l'intérieur d'elles et avec leur enfant. Et elles veulent se poser, devenir doula. C'est vraiment chouette. Ces personnes-là et d'autres, mais ça me donne espoir parce qu'on est en train de mettre des briques pour le monde suivant. On construit. Oui, et qui est déjà là en présence, hein, qui est là en potentiel, je le sens, parce que c'est ça qui nous fait humains finalement. C'est l'accueil, c'est le soin à l'autre, c'est le care, comme disent les Anglais, pas juste la cure, là, mais le care, l'attention à l'autre, depuis qu'il est tout petit, considérer le bébé humain comme un bébé sapiens à part entière, là, mais aussi la mère, aussi le père, les familles, quelle que soit leur composition. Tu sais, c'est une base, c'est la base de la construction du cerveau social, de la périnatalité. Et voilà, donc voir des gens qui sont intéressés par cette période-là, ça me nourrit. Voilà. Ben, on le voit que ça te motive énormément, en tout cas, là, avec une énergie qui est toujours là, hein, renouvelée, fraîche, passionnée. Alors, c'est exemplaire, inspirant aussi. Fait que merci beaucoup pour tout ça, pour tout cet héritage-là, toutes ces réflexions-là. Merci aussi pour toutes les formations auxquelles on a accès. Puis merci d'avoir pris le temps de te raconter avec moi comme ça. C'est super intéressant. Merci. Merci Annie.
Alors, on se retrouve éventuellement pour une autre entrevue de prof. Moi, j'aime bien les entrevues de prof. On m'avait dit un jour que je ferais des entrevues de prof dans ma vie. À bientôt tout le monde. Bye bye.